Dans la double impasse, vous vous intéressez à deux systèmes idéologiques, Sophie Bessis. D'un côté, ceux que l'on pourrait appeler les apôtres du marché globalisé, qui veulent inclure dans sa sphère toutes les activités humaines. Et puis de l'autre, de nouvelles hégémonies religieuses, ce n'est pas nouveau, identitaires aussi, qui tentent de reconquérir des sociétés ébranlées depuis quelques années. Quand est-ce qu'ont émergé ces deux courants fondamentalistes ? Alors évidemment, on pourrait faire l'histoire longue de ces deux courants. On peut ce que j'appelle le fondamentalisme du marché, on peut le faire remonter aux origines du capitalisme également. Donc on peut faire de l'histoire longue. Mais moi, je me suis cantonné dans ce livre. Il ne s'agissait pas de travailler sur les siècles, bien qu'en définitive les siècles soient là d'une certaine façon. Mais je pense que l'on assiste à un tournant dans le monde autour du début des années 80, de la fin des années 70, où une série de phénomènes interagissent pour, disons, faire émerger une nouvelle période, qui est la période de la postmodernité. Et ces phénomènes qui interagissent sont évidemment la faillite des idéologies séculières, des grands messianismes laïques, comme le messianisme communiste, enfin, et l'échec de ce modèle-là, bien évidemment, le retour à un libéralisme, à une version ultralibérale du capitalisme que l'on n'avait pas connue depuis l'après-Deuxième Guerre mondiale, et avec la révolution islamique iranienne de 1979 et le choc pétrolier qui a été extrêmement important parce que cela a donné aux monarchies pétrolières une force de frappe financière absolument colossale pour exporter la version la plus conservatrice et la plus obscurantiste de l'islam qu'est le wahhabisme. Tout cela, en fait, se conjugue à partir du début des années 80 pour donner lieu à ce qu'on peut appeler une grande révolution conservatrice dans laquelle émergent, et à la faveur de laquelle émergent ces deux conservatismes. Vous dites qu'ils ne sont pas concurrents, ces deux conservatismes, bien au contraire, expliquez-nous. Non, ils sont, je dis dans ce bouquin qu'ils sont complémentaires, dans la mesure où, d'abord, en fait, tous deux ont pour objectif d'éliminer les universaux de la modernité des Lumières. Bien qu'il y ait beaucoup de choses à critiquer dans cette modernité des Lumières, bien qu'elle ait donné lieu à des dérives extrêmement importantes dont on n'a pas le temps de parler ici. Mais, d'une part, pourquoi sont-ils complémentaires? Parce que, si l'on prend les mouvements de l'islam politique, qui n'ont pas de théorie économique particulière, mais qui sont des ultralibéraux, qui s'accommodent parfaitement bien de la version libérale du capitalisme, c'est-à-dire ce que j'appelle l'alliance de la banque et du Coran. Ça fonctionne extrêmement bien. Et de l'autre côté, les grandes économies de marché, à commencer évidemment par les économies européennes, les grands pays européens et de l'Amérique du Nord, s'accommoderaient tout à fait bien d'une formule d'islam politique que l'on appelle par l'oxymore d'islamisme modéré, si vous voulez, d'une formule d'islam politique qui régirait leur société comme ils le voudraient, tout en respectant les canons du capitalisme de marché dans le monde actuel. Et donc, en réalité, ce sont deux formes de fondamentalisme qui sont beaucoup plus complémentaires. Mais quelle piste alors proposez-vous? Quelle alternative à ces deux systèmes? Ce que j'essaye de proposer, parce que ce que je dis dans ce bouquin, c'est qu'en même temps, ce sont deux idéologies de la postmodernité, ces deux fondamentalismes. Et cette postmodernité qui est complètement dans le différentialisme culturel et qui a récusé les principes universels de ce qu'on a pu appeler la modernité. Et la question que je pose, évidemment, je n'ai pas la prétention d'y répondre dans ce bouquin, ça serait... mais en tout cas, la question que je pose, c'est est-ce que de nouvelles formes de modernité qui récupéreraient cet universel peuvent naître ailleurs et sous quelle forme dans le monde actuel? Parce que je pense que tout n'est pas perdu et que le monde actuel n'est pas condamné à ces idéologies de l'enfermement, soit par le biais de la figure d'un hyper-consommateur totalement contraint par le système dominant, soit par la figure, disons, voilà, aujourd'hui, du djihadiste de base.